Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs, bonsoir. Merci encore une fois de nous préférer sur Gangan TV, la télé montagne. Bienvenue dans votre émission en toute franchise. La situation sociopolitique du pays reste toujours tendue et les tendances de la bonne gouvernance sont aussi affectées. Quel bilan peut-on faire sur les indicateurs de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance en Guinée? Y a-t-il espoir à l'allure actuelle des choses de satisfaire dans un pot de lait l'autosuffisance alimentaire et le panier de la ménagère? La paix, mesdames et messieurs, n'est pas un mot, mais surtout un comportement. Vous n'êtes pas sans savoir que la Guinée a récemment traversé une situation très mouvementée où les affrontements ont voulu prendre une tournure ethnique, s'il faut le dire ainsi. Quelle proposition de sortie de crise pour le retour rapide de la paix et de la quiétude au chevet de tous les Guinéens? Y a-t-il possibilité de ramener sans parti pris tous les Guinéens autour d'une même table de dialogue? Le gouvernement du professeur Alpha Condé, mesdames et messieurs, a enregistré des avancées considérables sur le plan économique. Mais tout au long du parcours, des tentatives de détournement ont été enregistrées et l'argent des contribuables guinéens continue de saigner. Peut-on dire que les stratégies de corruption ou de fraude ont changé? Mesdames et messieurs, d'autres questions nous intéressent également dans cette émission. Pour en parler, je reçois pour vous Mamadou Yaya Diallo. Il est le vice-président de la Fondation Obama pour la bonne gouvernance en Afrique. À tous et à toutes, gardez confortablement votre position. On se retrouve juste après ça. En toute franchise, sans détour, sans tabou, des questions plus directes que jamais. Alors, parlons-en, c'est en toute franchise et c'est sur Gangan TV. Encore une fois, bonsoir et merci de nous rejoindre. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Merci Lazare. d'être venu dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Alors, je rappelle que vous êtes le vice-président de la Fondation Obama pour la bonne gouvernance en Afrique. Dites-nous aujourd'hui, puisque vous êtes en Guinée, quelle lecture faites-vous de la situation sociopolitique du pays? D'abord, bonsoir à tous les téléspectateurs de Gangan TV, la chaîne Montagne. D'abord, il faut commencer par dire que, comme vous l'avez noté au départ, la situation reste vraiment très complexe. Elle est très tendue dans tous les niveaux. Et quand je prends du côté du gouvernement, franchement, le changement tant attendu encore ne se matérialise pas. Les discours ne sont pas en adéquation avec les réalités sur le terrain. Et tous les Guinéens ne sentent pas le vrai changement. En plus, la corruption encore, elle continue et elle est spécialement au service de ceux gouvernants. Et quand je prends maintenant le côté politique, il y a encore un vrai touille-bouillie, un vrai bras de fer entre les acteurs politiques de tous les bords. Aujourd'hui, la classe politique a rendu la Guinée invivable. Franchement, la jeunesse actuelle est très désorientée. Aujourd'hui, si vous ouvrez la frontière, 98% des Guinéens vont s'exiler. Tellement aujourd'hui on est confus, on ne sait plus. Mais pourtant on dit que la Guinée a une population essentiellement jeune. Si les 80% s'exilent, alors qu'est-ce qui va rester en Guinée? C'est justement parce que franchement la classe politique a rendu la Guinée invivable. Depuis plus de 7 ans, monsieur Milimono, nous sommes en train de vivre les mêmes discours, nous sommes en train de vivre les mêmes réalités. Depuis 7 ans, imaginez, depuis 2006, on est là, on a prôné pour un changement, on s'est battu, les jeunes se sont sacrifiés. Quand je prends d'abord le cas de 2006-2007, la majeure partie de ceux qui sont sortis pour réclamer le changement étaient jeunes. Et ils ne prononçaient qu'un seul mot, le changement. Après quoi, on a assisté à l'avènement d'un Premier ministre de large consensus qui est venu pour matérialiser la réclamation des jeunes. Et vous vous rappellerez à l'époque, ils sont venus, ils ont formé un gouvernement et pour dire seulement merci à la jeunesse, ils ont créé un ministère de la culture, de la jeunesse et des sports, comme pour dire à ceux qui ont manifesté et à ceux qui ont réclamé le changement, allez jouer et danser. Oubliez-nous, nous allons nous occuper du reste de la gouvernance. C'est encore une insulte pour la... Est-ce que vous voulez dire ici que jusqu'à présent, le problème de réinsertion socio-professionnelle des jeunes et surtout leur participation dans les postes de prise de décision n'est pas encore effectif? C'est juste un slogan. Quand vous prenez même le gouvernement où on parle, il y a des jeunes.
c'est ignorer même ce que c'est qu'un jeune. Il faut savoir c'est qui est jeune. Quand je pense au gouvernement, aucun jeune n'a été encore récompensé. C'est pourquoi aujourd'hui la jeunesse se sent exclue, malgré qu'elle reste encore pionnière du changement. Elle reste le martyr pour essayer de changer les destinées de la Guinée. Malgré tout, aujourd'hui, on a une classe politique. Quand je parle du côté de la mouvance, il n'y a pas un réel esprit de volonté politique, parce qu'il faut distinguer engagement politique et volonté politique. Quand je parle du côté de l'opposition, il y a des acteurs politiques qui parlent au nom du peuple. Il y a une classe de l'opposition qui parle au nom de la jeunesse. Mais au fond, chacun est en train de profiter, chacun est en train de revendiquer ou de protester ou de profiter, en tout cas pour ses propres intérêts. On ne voit pas ici le privilège pour les jeunes. Vous n'avez jamais vu entre ces acteurs politiques quelqu'un qui a fait appel à la jeunesse pour dire ok, comme nous voulons vous accompagner pour lutter contre le chômage, je vais produire ça, ou bien je vais mettre à votre service un tel moyen pour essayer de vous accompagner. Okay, à vous entendre, M. Diallo, c'est comme si aujourd'hui les partis politiques dans leur généralité sont en train de mener un combat d'abord individuel, en mettant ici comme couverture ici la jeunesse et également le peuple de Guinée. Donc pour dire encore une fois, s'il faut répéter exactement vos propos, la situation politique reste perplexe et l'espoir n'est pas tout à fait permis, surtout pour le peuple de Guinée, puisqu'ils ne sont pas en train de jouer franc jeu. Mais l'actualité oblige. Aujourd'hui, nous devons parler un peu de la récente manifestation de l'opposition le 27 février dernier, qui finalement avait voulu prendre une connotation ethnique. Et il faut le dire que la manifestation a enregistré plus d'une dizaine de morts, plusieurs blessés et d'importants dégâts matériels. Puisque vous évoluez dans le domaine de l'humanitaire pour la promotion de la bonne gouvernance, quel regard jetez-vous par rapport à ces événements douloureux que la Guinée vient de connaître? D'abord, je vais commencer par m'incliner pieusement devant les âmes de tous les disparus, parce que le chemin de la démocratie encore reste parsemé d'embûches en République de Guinée. Et si on revient sur la manifestation, certains journalistes de la place ont remarqué que nous, la Fondation Obama, on était même sur place. On a essayé de travailler au maximum pour éviter qu'il y ait des dérapages, pour éviter qu'il y ait des accrochages, à plus forte raison des pertes en vie humaine. On a essayé de mettre un dispositif en place. On a travaillé sur le domaine de la sensibilisation, sur l'esprit civique, pour essayer de faire en sorte que les gens comprennent l'objectif de la marche. Mais malgré tout, on a vécu ce qu'on a vécu. Malheureusement, la manifestation a connu une autre tournure. Malgré qu'on a mis en place des dispositifs de sonorisation pour essayer de passer des messages de paix et de véhiculer le sens de la manifestation à l'endroit des forces de l'ordre et également des manifestants, on a vu qu'il y a encore un foyer de tension qui se perpétue malgré tout en République de Guinée. C'est dire que l'esprit civique... Puisque vous étiez sur le terrain, la marche de l'opposition, on parle bien entendu de la marche du 27 février dernier, a commencé du carrefour d'Anko 5 jusqu'à Bambeto. Jusque-là, on se dit qu'il n'y a pas eu de heurts, pas eu de problème, la marche avait son caractère pacifique. Alors, c'est avant d'arriver au siège du RPG qu'il y a eu affrontement entre manifestants et forces de l'ordre. Alors, tous les Guinéens sont perplexes. Vous étiez sur le terrain. De quel côté est venue la provocation? Vous savez, dans cette situation, franchement, il est difficile aujourd'hui de pointer un doigt accusateur sur la provenance de la provocation. Mais retenez une chose, la première des provocations est la provocation verbale. Et ensuite, il faut retenir de l'autre côté qu'on a en face des forces de l'ordre qui n'ont pas encore le sens démocratique. Et vous vous rappellerez des anciens qui ont dit qu'un militaire ou bien un gendarme ou un policier qui n'a pas une formation politique est un criminel en puissance. Si aujourd'hui il y a encore des répressions de façon dérisoire en République de Guinée, c'est dire que les réformes
des forces de défense et de sécurité n'est pas effective. Je l'ai souvent dit, cela ne signifie pas envoyer 4000 militaires à la retraite. C'est cultiver l'esprit républicain. Mais on a en face des jeunes survoltés. D'autres ne savent même pas pourquoi ils sont dans la rue, pourquoi ils sont en train de manifester. Et en face, on a aussi des forces de l'ordre qui ne sont pas du tout républicaines, mais qui ont de véritables tares démocratiques, qui ne savent pas comment maintenir une foule. Certes, on a vu que les affrontements ont commencé au niveau du siège du RPG Arc-en-Ciel, c'est parce que la tension était là comme un volcan qui dormait. Tout le monde savait qu'à ce niveau, on risquait des affrontements. On devrait prendre des dispositions de part et d'autre pour canaliser à ce niveau les manifestants, malgré qu'il est difficile de contenir la foule. Il faut dire la vérité. Mais du côté des forces de l'ordre aussi, on devrait franchement avoir la retenue. Mais ce qu'on a noté, ce ne sont pas seuls les forces de l'ordre et les militants, des manifestants et de l'opposition qui se sont accrochés. Oui, il y avait d'autres militants. Le troisième larron, c'était bien entendu les militants de la mouvance présidentielle, on veut parler du RPG Arc-en-Ciel. Mais au-delà de tout cela, la marche du 27 février dernier a évolué. Également, les leaders de l'opposition ont tenu leur meeting, même si c'est à coup de forcing, ils ont finalement fait ce meeting-là. Le lendemain, les violences ont continué. Et les médias, il faut le souligner de passage, ont joué un grand rôle. Ce rôle-là, c'était un rôle de sensibilisation, puisque réellement, les affrontements avaient pris une connotation ethnique, même si les médias se sont défendus de le dire. Aujourd'hui, vous êtes une fondation qui évolue dans le cadre de la paix. Je le rappelle encore une fois aux téléspectateurs, quel a été votre rôle pour la consolidation de ce acquis vraiment que les Guinéens ont encore besoin? Je vais encore revenir sur ça, et je l'ai dit qu'on a travaillé beaucoup dans le sens d'élévation de l'esprit civique et au niveau des manifestants, parce que si vous avez remarqué, si on a noté ces affrontements, c'est dire en quelque sorte que personne, que ce soit du côté de la mouvance ou du côté de l'opposition, les manifestants ou les militants n'ont pas l'esprit civique. Parce que le civisme, c'est le dévouement à la République, c'est le dévouement et le respect des obligations et du bien public. On ne devrait pas, c'est-à-dire être guinéen signifie autrement défendre un autre Guinéen ou défendre les intérêts d'un autre Guinéen. Mais on a vécu le contraire, c'est dire que les Guinéens manquent encore d'esprit civique. Maintenant, le rôle qu'on a joué, c'est de travailler dans ce sens. On était sur le terrain, dans tout le parcours de la manifestation. On a essayé de passer des messages de sensibilisation. Le lendemain de la manifestation, puisque le lendemain c'était suivi d'une journée ville morte, et cette journée ville morte a enregistré des affrontements. Également, le surlendemain, on a connu ici ce qui s'est passé au niveau de la casse de Bambeto, également au niveau de Matoto. C'était des affrontements qui étaient à caractère ethnique, où d'ailleurs certains concepts sont nés, on se défend de le dire à l'antenne. Alors, quelle a été votre partition pour apporter beaucoup plus d'apaisement dans ce sens? D'abord, je vais vous rappeler que en tant que Fondation pour la bonne gouvernance, la FOBAG a été la première organisation en République de Guinée à écrire une déclaration dans laquelle on a appelé tous les acteurs politiques de tous bords confondus à lancer un appel pressant et rapide à l'ensemble de leurs militants d'observer l'esprit de paix, de retenue pour éviter que les tensions soient attisées davantage. Immédiatement, le lendemain de la manifestation à 9h, notre déclaration était disponible, prête, et on l'avait balancée dans certains médias. Malgré que la circulation était tellement difficile ce jour, on a essayé de passer par les nouvelles technologies de l'information, notamment l'Internet, où on a balancé la déclaration à certains médias dont on détenait les adresses électroniques. Et ces médias, certains ont accepté de diffuser automatiquement la déclaration, lançant un appel à l'ensemble des autorités et à l'opposition d'observer et de quitter l'esprit de silence pour appeler l'ensemble des militants à la retenue. On l'avait fait, certains médias nous ont accompagnés,
Certains ont refusé de diffuser parce qu'on avait promis aux gens auxquels on a envoyé qu'on allait payer la diffusion de la déclaration. On avait des difficultés pour se déplacer. Ceux qui nous connaissent, qui ont accepté, l'ont fait. Et immédiatement, si vous avez remarqué, la classe politique a réagi. La mouvance a lancé. Je me rappelle, j'étais dans une radio vers 14 h où j'ai participé, où j'ai assisté à l'arrivée d'un communiqué du gouvernement appelant les militants à la retenue et au calme. Immédiatement, j'ai vu, quand certains médias ont reçu la déclaration, ça les a inspirés. Ils ont automatiquement commencé une animation de certaines émissions où ils ont fait appel aux institutions républicaines comme la présidente du CNT à se prononcer et à lancer un appel de paix aux jeunes manifestants et à l'ensemble des citoyens. Ok, l'on comprend là qu'à travers une déclaration, la Fondation Obama pour la paix et la bonne gouvernance s'est fait entendre. Mais au-delà de tout cela, l'actualité oblige, nous parlons un peu des organisations de la société civile guinéenne, puisque vous ne cessez de parler de la jeunesse guinéenne qui s'est battue ici pour vraiment le changement, le processus de démocratisation de notre pays. Mais il se trouve encore au sein des organisations de la société civile, il y a un véritable problème aujourd'hui où il est encore un peu difficile de comprendre exactement une organisation qui a une position impartiale et que les gens n'ont pas de position. D'ailleurs, la même raison se retrouve aujourd'hui au sein de la Commission électorale nationale indépendante où le président de la CENI, qui est issu des rangs de la société civile, ne fait plus l'unanimité au sein de cette institution. Alors, est-ce que vous pensez que ces organisations ont encore raison d'exister ou ils doivent pure et simplement disparaître? D'abord, je vais commencer par situer un peu le contexte de la société civile guinéenne qui est passée d'une société civile contrepoids du pouvoir à une société civile proche du pouvoir. Vous vous rappellerez qu'aux années 2006-2007, quand les revendications sociales ont commencé en République de Guinée, il y avait eu la naissance du mouvement social qui a joué un rôle déterminant dans le processus, dans le cours de l'évolution sociale de la Guinée. À l'époque, la société civile était franchement impartiale, était franchement très saine. Mais quand je prends les tournures des récents événements, la société civile est passée à une société civile contre le pouvoir, ou bien contrepoids du pouvoir, à une société civile au sein du gouvernement. C'est dire que la société civile aujourd'hui est devenue la plupart, je ne dirais pas dans son ensemble, mais la plupart de ceux qui se réclament de la société civile aujourd'hui sont des opportunistes. Oui, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les institutions doivent continuer à garder la légitimité de ces institutions ou on doit pure et simplement arrêter de parler de problèmes de société civile? Vous savez, le problème, c'est parce que tout ce jeu arrange certains à tous les niveaux de la société. Ces jeux, ce sont des jeux politiciens qui arrangent à la fois certains de l'opposition, mais également certains du pouvoir. Donc il y a une sorte de manipulation. Quand je prends le Conseil national des organisations de la société civile, je veux d'abord demander à l'ensemble des citoyens de savoir que le CLOCS ne se résume pas à la société civile. C'est plutôt un ensemble de la société civile ou une plateforme de la société civile. Mais aujourd'hui, le plus grand problème se trouve au niveau du CLOCS. Le CLOCS, c'est justement, c'est parce qu'il n'y a pas eu de consensus au niveau du CLOCS, c'est parce que le CLOCS a atteint le terme et il n'y a pas eu le renouvellement du mandat. C'est dire, c'est depuis qu'on a vu la naissance de certaines organisations de société civile parallèles au Conseil national des organisations de la société civile, le COLOCS, c'est-à-dire, on a vu la CONASOC, mais toutes ces organisations, on sait à quoi elles riment, on sait à quoi elles sont associées. C'est des organisations purement opportunistes, il faut le dire. Moi, je ne suis pas dans ce jeu. C'est pourquoi la Fondation Obama pour la bonne gouvernance, qui a joué beaucoup... On va parler de la Fondation Obama pour justement, la bonne gouvernance. je souligne. Il faudrait, est-ce que quelque part, vous autres organisations de la société civile ou d'autres organisations de la société civile
qui ne font pas partie de ces organisations qui ont commencé déjà à prostituer leur identité, comme vous êtes en train de le dire, est-ce que vous-même, quelque part, vous n'êtes pas coupable, puisqu'il y a une citation qui le dit, que le silence devant le crime, c'est que ce silence a des implications dans le crime. Alors, nous avons vu ici la coalition citoyenne qui était une organisation de la société civile, mais finalement qui était devenue un mouvement de soutien aux actions du pouvoir. Vous, autres organisations, qu'est-ce qui vous empêche de sortir, organiser des meetings, des sittings pour dénoncer ces genres d'abus? Est-ce qu'on ne peut pas dire que vous cautionnez leur comportement? Je vais vous dire une chose, on est en République de Guinée. On a voté la loi, on a adopté la loi fondamentale. Il y a une constitution qui existe. La constitution autorise un ensemble de citoyens à créer une organisation, telle qu'elle soit, pourvu qu'elle soit conforme avec la loi. Donc, chacun est libre de créer une organisation. Chacun est libre d'associer la vision de son organisation à une action. Aujourd'hui, ce que nous avons pu faire et que nous continuons à faire, même maintenant, c'est de dénoncer ces actions. On est membre du Conseil national des organisations de la société civile en tant qu'organisation. Mais je vais vous dire, on n'est pas en train de cautionner certaines actions qui se passent au sein du CLOCS. Mais récemment, vous avez eu la naissance d'une autre organisation de la société civile qu'on a appelée le collectif Ça Suffit, qui dénonce un certain nombre de dérapages, non seulement au sein de la société civile, au sein du gouvernement, mais aussi au sein de l'opposition. Encore une fois, ce ne sont pas des actions à pérenniser dans le pays. Justement, redonner à la société civile sa crédibilité. C'est des choses à accompagner. Si ils s'inscrivent dans toute impartialité, s'ils jouent franchement le rôle des organisations de la société civile. Mais vous savez, ce qui anime la plupart des personnes aujourd'hui en République de Guinée, ce sont les exemples passés. Je vous dis tout à l'heure, on a vu les gens de la société civile qui ont joué un grand rôle ici, se retrouver dans certaines instances de décision. C'est dire aujourd'hui que les gens viennent, ils se recyclent dans la société civile pour encore avoir d'autres postes. Ils se servent de la société civile qui, dans les conditions normales, doit jouer un rôle de sentinelle qui peut observer toute l'action gouvernementale et dénoncer s'il faut. Mais on a vu aujourd'hui la présidente, par exemple, du CNT, qui a joué un grand rôle au sein de la société civile, se retrouver dans des instants de prise de décision qui on ne reconnaît plus. On a vu Rabiatou, qui aujourd'hui, par ses déclarations anciennes, a complètement changé. C'est dire qu'il y a une corruption et un sens de culture, de la médiocrité et de l'opportunisme en République de Guinée. Beaucoup aujourd'hui se servent de cette action pour y accéder. C'est comme le président de la CENI actuel, Bakary Fofana, qui a été qui a été ministre, qui est revenu à la société civile, qui se retrouve aujourd'hui par le concours et la complicité de certains au niveau de la CENI et aujourd'hui qui se voit encore décrier. C'est pourquoi j'avais dit à l'époque, si on ne fait pas attention, la CENI actuelle risquait, avant qu'elle ne soit mise à place, j'avais dit, elle risque d'être plus contestée que l'ancienne. Mais la CENI, le CENI Camara, le tout-puissant président, d'ailleurs, comme on le disait. Autre chose, M. Diallo, qu'on va parler dans cette émission, c'est bien entendu, les leaders du collectif de l'ADP et du CDR ont récemment reçu une citation à comparaître, même si aujourd'hui, les dernières informations, on dit que la citation à comparaître a été suspendue. Mais, alors, c'est à l'issue de la marche du 27 février où les opposants devaient faire face aux dégâts causés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la décision de la justice est vraiment une décision légitime? Vous savez, comme le chiffre d'affaires dans les états financiers, dans une république qui se dit démocratique, la justice doit jouer le premier rôle, guider les autres instances, c'est-à-dire les autres organes, et décider de la dernière, c'est-à-dire le résultat net. Notre savoir est certes tacite, notre savoir est si tacite, inconscient, que franchement nous ne savons pas tout ce que nous savons. Une pensée peut littéralement donner une naissance à une autre qui peut à son tour aboutir à la pensée d'origine. C'est dire que si aujourd'hui on a assisté à l'émission d'une citation à comparaître des acteurs politiques, c'est par rapport
d'abord aux actions qu'on vient de vivre récemment avec les manifestations qui ont connu du dérapage, mais dans ce contexte sociopolitique actuel, si le président Alpha Condé ne fait pas attention, il sera le premier à participer au sabotage de son régime. L'entourage du président doit jouer un grand rôle, mais la première des choses, le leadership du chef doit guider, il doit être un guide émotionnel. Aujourd'hui, nous savons que nous avons le pouvoir judiciaire, mais pas un pouvoir judiciaire très indépendant. Aujourd'hui, vous savez, dans les conditions normales, le juge doit être indépendant et incorruptible. Mais notre justice, franchement, est flexible, surtout dans l'autre domaine. Hein. Justement, elle est actuellement elle n'est pas très légitime. Elle est contestée par certaines. Oui, mais au-delà de tout ça, est-ce que les observateurs n'arrivent pas à comprendre le bon nombre de personnes se posent? Laissez-moi terminer par rapport à cette citation à comparer. Je voulais dire que c'est certes, la justice a eu, comment dirais-je, l'affabilité de mettre cela. Aujourd'hui, la situation sociopolitique est très sensible. Appeler les leaders politiques pendant qu'on est en instance du dialogue serait quelque chose qui peut créer une discordance totale au niveau des procédures entamées. Moi, ce que je peux demander au ministre de la Justice, c'est de faire en sorte qu'on puisse préserver aujourd'hui le peu d'acquis politiques qu'on a, le peu d'acquis démocratiques qu'on a. Notre, aujourd'hui, tissu social est en lambeaux. Il faut être un grand tailleur pour pouvoir coudre tout cela pour ne pas assister à une déchirure totale. Oui, je disais tantôt, et puis vous m'avez demandé de vous laisser aller jusqu'au bout, c'est que ce qu'on n'arrive pas à comprendre dans cette situation, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que l'opposition essaye d'organiser des manifestations de ce genre. On se rappelle de la marche du 27 septembre de l'opposition qui a connu plus de casse que nous n'avons connu dans cette précédente manifestation. Pourquoi ce n'est que cette fois-ci que la justice a pris au moins un engagement de réagir? Vous savez, c'est pas quand même cette fois, ce n'est pas la première fois. On a assisté à un autre procès après des manifestations. Oui, mais ça c'était des manifestants arrêtés. Voilà. Mais cette fois-ci, on met les acteurs politiques devant les faits accomplis. Exactement. Mais vous savez, l'autre fois aussi, il y avait des acteurs politiques tels que Etienne Soropogui qui a été arrêté et qui était devant la justice, où on a assisté à un procès répressif qui n'a pas conduit à, comment dirais-je, à une fierté de la justice. Aujourd'hui, on voit le vice-président de NFD, membre de la CENI, c'est dire qu'on doit faire attention à quelque part quand on est en train de prendre des décisions politiques ou des décisions institutionnelles. Aujourd'hui, si on a fait appel aux responsables politiques pour comparaître, je ne dirais pas que c'est pour amuser la galerie, mais je dirais que c'est pour attiser encore les tensions. Parce que imaginez si les leaders politiques doivent aller, les leaders que nous connaissons aujourd'hui, qui ont posé des revendications sur la table, qui ont exigé 2 points pour la tenue des élections. On a tendance à aller au dialogue si maintenant on appelle à, comment dirais-je, les leaders politiques à comparaître encore. C'est retarder le processus, c'est créer franchement un autre fardeau sur la démocratie ou sur le dialogue. Est-ce que par rapport à ce retard du processus électoral, vous voulez dire là qu'à cette allure où vont les choses, le gouvernement ou la mouvance présidentielle risque de retarder les choses? Exactement. Si on se met encore à engager une procédure judiciaire par rapport à une marche, moi je pense qu'on peut autrement régler cette situation. Nous avons entamé à un moment donné une procédure de réconciliation nationale qui n'a rien servi parce que tout simplement on n'a pas mis les acteurs qu'il faut pour conduire cette réconciliation nationale qu'on a déjà dès le début banalisé parce qu'on a commencé d'abord par créer la commission avant de créer ses prérogatives.
on l'a dénommée commission provisoire de réconciliation, alors qu'elle devrait avoir un mandat. On devrait définir ses prérogatives et de surcroît, on l'a confié à des acteurs religieux, alors que les religieux ne peuvent pas jouer ce rôle, parce que généralement, ceux qui violent, ceux qui cassent, ceux qui volent, c'est des gens qui ne vont même pas dans les mosquées ni dans les églises. C'est dire que c'est les acteurs de terrain qui devraient être mis en place pour résoudre ces questions. C'est exactement ce problème aussi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Vous parlez du problème auquel nous sommes confrontés. On se rappelle que c'était le 4 mars dernier. Le professeur Alpha Condé avait rencontré, c'était au palais Sékou Touré, les acteurs politiques du pays pour enfin voir les possibilités pour une relance du dialogue politique entre les différents acteurs. Et bien entendu, un cadre de concertation a été mis en place, présidé par le Premier ministre chef du gouvernement, qui a d'ailleurs fait sa première prise de contact avec les différents acteurs. Aujourd'hui, quel espoir gardez-vous de ce cadre de concertation mis en place à l'issue de cette rencontre entre le chef de l'État et les acteurs politiques? De ce côté, la volonté doit être magnifiée de part et d'autre, c'est-à-dire du côté de la mouvance, du côté de l'opposition, on devrait aller dans le sens de l'aboutissement du dialogue. Vous savez, quand on a des revendications, il faut renoncer aux objectifs inconciliables pour tendre à un accord substantiel qui peut nous produire un résultat certain. Aujourd'hui, on a 2 points sur la table comme revendication. Le vote des Guinéens de l'étranger et le problème de l'opérateur de saisie. C'est dire que l'opposition devrait aussi être de bonne foi. On sait qu'en allant, ce n'est pas pour avoir toute la victoire. Si l'opposition veut qu'on aille aux élections, si l'opposition veut donner une situation certaine à la jeunesse actuelle, qu'elle est aujourd'hui en train de transformer en cobaye politique, parce que, comme je le disais au début, depuis 7 ans, on est en train de vivre une même situation, alors que ces acteurs politiques ont tous une situation certaine, ils ont tous eu leur avenir. Ils ont tous leurs enfants à l'étranger. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes là, c'est nous qui sommes manipulés, c'est nous qui sommes jetés dans la rue, c'est nous qui sommes fusillés, violés. C'est dire que si elle accepte, elle va dans ce cadre de dialogue. Il faut accepter, il faut que le pouvoir accepte de renoncer à l'opérateur Waymark, parce qu'il faut dire la vérité, faire en sorte qu'on ait un nouvel opérateur de saisie pour rapidement aller aux élections législatives. Quant à l'opposition, il faut qu'elle renonce. Ce n'est pas parce que je suis contre les Guinéens de l'étranger. Mais tout ce qui peut prendre du temps pour nous, ou qui peut être une dépense de trop pour la République qui n'a aujourd'hui pas assez de moyens, il faut renoncer à cela pour qu'on aboutisse aux élections. Mais pourtant, le président venait de l'affirmer que ce n'est pas à lui de choisir un nouvel opérateur, il revient exclusivement à la CENI de lancer un appel d'offres et de choisir l'opérateur. Exactement, c'est dire que les acteurs de la CENI doivent prendre, ils sont indépendants, mais semi-indépendants. Vous savez, en République, surtout quand on est une République qui se dit démocratique, il y a de ces choses qui dépassent les institutions républicaines ou les institutions qui organisent des élections. Le président, il est très souverain. Pour éviter que le pays soit dans un chaos politique, il peut prendre des décisions historiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas ordonner à ce qu'on recrute un nouvel opérateur. Pour éviter que le pays ne bascule, il peut prendre des décisions très très conséquentes. Oui, mais de l'autre côté, quand on prend la seconde revendication, vous demandez à l'opposition d'être encore flexible sur cette revendication. Il s'agit bien entendu du vote des Guinéens de l'étranger. Et il faut rappeler que l'article 2 de la Constitution et l'article 63 du Code électoral laissent les Guinéens dans une situation très perplexe quand il s'agit du vote des Guinéens de l'étranger. À partir du moment où la Guinée a accepté que les Guinéens à l'étranger votent à la présidentielle, est-ce qu'il y a encore une raison de les en empêcher de voter aux législatives? Vous savez, M. Lazare, moi-même j'étais à l'étranger à un moment donné. Je suis pour le vote des Guinéens de l'étranger, mais je vous dis, toute procédure de trop qui peut nous causer un retard encore titanesque
est à exclure aujourd'hui. Il est très important aujourd'hui de souligner la nécessité de la mise en place de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est elle qui peut donner un cadre positif à l'environnement guinéen qui sera favorable à un Eldorado d'emploi durable pour la jeunesse. Cette jeunesse a trop attendu. Il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent venir. Mais là, pour nous permettre d'assister à l'avènement rapide d'une Assemblée nationale, il faut que l'opposition, qui elle-même elle est consciente qu'il est difficile aujourd'hui d'organiser une révision électorale pour nous permettre les Guinéens de l'étranger de voter, il faut qu'elle accepte de renoncer à ce point pour privilégier rapidement l'avènement de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas parce que je suis contre le vote des Guinéens de l'étranger, mais c'est parce que non seulement ça prend du temps, en plus c'est une dépense de trop qui sera difficile à couvrir par le gouvernement actuel qui, on connaît. Ça, ce sont des propositions qui n'engagent que M. Mamadou Alpha Yaya Diallo, qui est le vice-président de la Fondation Obama pour la bonne gouvernance en Afrique. Je le disais tantôt à l'entame de cette émission que le gouvernement du professeur Alpha Condé a enregistré des avancées considérables, surtout sur le plan économique, mais tout au long du parcours, des tentatives de détournement ont été enregistrées et l'argent du contribuable guinéen continue de saigner. Aujourd'hui, vous évoluez dans le cadre surtout de la promotion de la bonne gouvernance. Quel bilan, à l'issue de ce que nous avons encore entendu, dressez-vous de la gestion économique du gouvernement Alpha Condé? Encore, je vais revenir sur ce bilan. Vous savez, entre parenthèses, j'avais entamé à un moment donné un exercice d'évaluation du pouvoir du président Alpha Condé. Une évaluation qui m'avait coûté très cher parce qu'à l'époque j'avais publié un article sur les 22 mois de gestion du président et du gouvernement actuel. Cela m'avait coûté la visite nocturne des militaires qui m'avaient soumis à des conditions très difficiles. On m'a dépouillé de mon ordinateur personnel, on m'a arrêté devant mon portail vers 22h, 23h et on m'a fait subir des exercices très difficile où j'ai perdu mon ordinateur, mes appareils, tout ce que j'utilisais dans le cadre de mon travail, et on m'avait menacé de mort à l'époque. Ça, c'est entre parenthèses. Quand je reviens sur cela, je dirais que les performances de gestion du gouvernement actuel s'améliorent dans le domaine économique, mais souffrent d'un recul démocratique. Parce que nous vivons toujours un déséquilibre institutionnel qui aujourd'hui est très chronique. On ne peut pas prétendre évoluer dans une gouvernance démocratique sans la mise en place d'un équilibre institutionnel. On a le pouvoir aujourd'hui exécutif qui est légal et légitime. On n'a pas le pouvoir législatif qui devrait arbitrer sur l'équilibre du pouvoir exécutif et judiciaire pour qu'on ait une justice franchement qui peut honorer le Guinée, indépendante. Maintenant, quand je prends sur les promesses tenues par le gouvernement actuel, je dirais que beaucoup de promesses tardent à venir. Quand je prends seulement sur le domaine de la jeunesse, on a vu le ministre de la Jeunesse faire à un moment donné une déclaration au cours d'une de ses sorties médiatiques où il avait promis 10 000 emplois à la jeunesse avant décembre 2011. Aujourd'hui, nous sommes 2013. Je me demande quel est le bilan de Bantamasso dans ce domaine. Parce qu'on a vu dans le plan quinquennal de développement, la jeunesse devrait bénéficier de plus de 90 milliards par année. Ce qui veut dire qu'au cours du quinquennat, on devrait beaucoup lutter contre le chômage. Mais aujourd'hui, à un moment donné, on avait appris que le gouvernement a décaissé un montant alloué pour lutter contre le chômage de la jeunesse. Moi, personnellement, j'ai fait des enquêtes, mais je n'ai jamais vu la source de ce montant. Je n'ai jamais compris où ce montant a été déposé. J'ai fait des projets que j'ai soumis, je n'ai jamais eu de suite. C'est comme d'autres jeunes. C'est dire que dans ce domaine, cela n'a rien produit. On n'a pas eu un véritable ambassadeur de la jeunesse pour lutter contre le chômage des jeunes. On a vu le projet de la mise en place
de maisons de jeunes. Certaines maisons de jeunes existaient avant. Elles ont été démolies pour un projet de mise en place de nouvelles maisons de jeunes qui allaient être équipées et même avec les nouvelles technologies de l'information pour occuper un peu la jeunesse. Ce projet a été entamé, mais vous savez, la plupart aujourd'hui des ministres sont très spécialistes dans les techniques de décaissement, mais aucun ne réalise les projets. On fait le projet, on entame les procédures, on fait décaisser l'argent et puis on se beurre. Quand je prends la situation de l'axe Anko 5, Bambeto, Hamdallah, où moi-même je vis, c'est un axe qui n'a ni maison de jeunes, c'est le seul d'ailleurs. Il n'y a pas une aire de détente pour la jeunesse. C'est pourquoi quand vous calculez tout ceci, laissez-moi terminer s'il vous plaît, c'est pourquoi quand vous calculez tout ceci, cette jeunesse est frustrée, elle se sent oubliée et même exclue par le changement. Vous allez remarquer toutes les revendications de la Guinée ont commencé à prendre naissance sur cet axe. Aujourd'hui, on est sur le changement. 2 ans après, il n'y a aucun jeune qui n'a bénéficié d'un poste de responsabilité. Pourtant, il y a beaucoup de jeunes diplômés sur cet axe. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des compétences, mais tout simplement, aucun jeune n'a été pris pour être ministre. Aucun n'a eu un poste de directeur ou un poste de responsabilité. C'est dire que vous parlez le plus souvent de récompense. Aujourd'hui, quand on prend le combat mené par la jeunesse, c'est pour garantir leur avenir et garantir leur futur. Je veux parler des enfants, des futures générations qui doivent venir. Alors, est-ce que si déjà, vous que vous érigez un ambassadeur pour défendre cette couche chez vous parlez déjà de récompense, est-ce qu'on peut avoir ou songer à avoir un avenir pour ce pays? Vous savez, moi j'ai toujours prôné une chose. Et avec la citation d'un des célèbres leaders américains qui a dit, au lieu de demander ce que ton pays peut faire pour toi, demande-toi plutôt ce que tu peux faire pour ton pays. À un moment donné de son âge. À un moment donné. Moi, quand je prends personnellement ma personne, Mamadou Yaya Diallo, je suis entrepreneur. Je n'ai jamais attendu un emploi venant de l'État. J'ai mon propre cabinet. J'ai fait de la communication, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai ma fondation. J'ai eu des avantages. J'ai même employé des jeunes avec mes amis, avec lesquels nous travaillons. Mais tout le monde ne peut pas faire comme moi. Tout le monde ne peut pas jouer cet exemple. L'État peut garantir l'emploi pour les jeunes. L'État, ça c'est le minimum pour l'État. C'est pourquoi quand j'ai pris le cadre du ministère de la Jeunesse, j'ai souligné ceci. Et quand je prends au niveau, par exemple, du ministère de l'Économie et des Finances, certes, il y a eu beaucoup d'avancées parce qu'on a pu aujourd'hui maîtriser le flux de liquidité au niveau de la Banque centrale, on a pu rendre le trésor public indépendant, on a pu atteindre l'initiative PPTE, c'est dire qu'il y a eu beaucoup de travaux à ce niveau, mais beaucoup reste à faire. On avait promis la vulgarisation des mécanismes africains par les pairs, d'évaluation par les pairs, ce qui veut dire que la Guinée allait être soumise à une évaluation par les pairs. Mais aujourd'hui, depuis 2010, la gouvernance actuelle a commencé, il n'y a pas eu quelque chose à ce niveau. Mais au-delà de tout ça, même s'il y a eu des avancées, il faut quand même le souligner, on a également des entreprises minières qui sont en train de plier bagages et rentrer chez eux. Tout cela ne pourrait pas contribuer aujourd'hui à atténuer l'économie guinéenne, surtout quand on sait que quand ils doivent rentrer, c'est des milliers et des milliers d'emplois que nous perdons. C'est pourquoi je dis que les performances se sont améliorées dans le domaine économique, mais souffrent d'un recul démocratique. Parce que le déséquilibre institutionnel est très chronique. Tant qu'il n'y a pas une assemblée nationale légale, légitime, qui peut garantir un investisseur économique, c'est dire que l'environnement qui se définit par un facteur constituant des menaces ou d'opportunités n'est pas aujourd'hui propice. Il y a plus de menaces que d'opportunités. Pourtant, vous savez, quand l'entrepreneur mise, c'est dans l'espoir de gagner, pas dans le souci de perdre. Alors, au-delà de ça, puisque nous sommes toujours dans le secteur de l'économie et des finances, l'on dit qu'il y a eu des avancées enregistrées dans ce domaine-là. Donc, au-delà de cela, on enregistre le plus souvent des tentatives de détournement, soit qui ont été déjouées, ou on procéderait également à l'arrestation de certaines personnes qu'on pointe le plus souvent dedans comme des complices. Aujourd'hui, ne pensez-vous pas, encore une fois, que le régime actuel ou les personnes qui composent ce système-là ont changé de fusil d'épaule, surtout dans le cadre de la corruption et de la fraude caractérisée? C'est pourquoi je vous dis,
que la bonne gouvernance qui conditionne et détermine l'efficacité de la gestion et son impact sur les citoyens n'est pas de mise. Parce que l'un des principes de la bonne gouvernance, qui est la redevabilité ou bien l'obligation de rendre compte, n'est pas appliquée par le gouvernement. Nous, personnellement, la Fondation Obama pour la bonne gouvernance en Afrique, nous avons participé à la rédaction du plan quinquennal du développement national, où on a plaidé pour l'intégration d'un des principes de la bonne gouvernance, qui est la redevabilité. Aujourd'hui, si on assiste encore, malgré le changement prôné par le président Condé, à des détournements, c'est dire que les ministres, les dirigeants, les préfets, les maires, les gouverneurs n'ont pas l'esprit de la démocratie. Il n'y a pas l'esprit de la redevabilité. C'est très généralement en Afrique, on entend souvent des déficits budgétaires, jamais d'excédent budgétaire. Si, dans les conditions normales, on appliquait la bonne gouvernance, on allait obliger tout dirigeant, tout responsable à quelque part que ce soit, de faire face aux citoyens pour expliquer, pour justifier sa gestion. Il faut à un moment donné avoir le courage, si vous gérez sainement, de façon transparente, de faire face à votre peuple pour dire voici le budget que vous m'avez alloué, voici ce que j'ai fait pour réaliser, voici ce qui reste, ou si ça ne reste pas, voici le manque à gagner. Alors, il faut encore décaisser pour pouvoir combler les projets. Mais vous prenez aujourd'hui les ministères. Quand vous prenez par exemple, comme nous sommes dans l'évaluation du gouvernement, le ministère de l'énergie, on a engagé plusieurs projets, mais tous ces projets sont en souffrance. Parce que les ministres se battent plus dans l'exercice du décaissement, et dès que le décaissement est fait, ils ont leur part, ils se taisent, ils continuent à bouffer en attendant de réfléchir sur un autre mécanisme de décaissement. C'est ce que nous vivons. Il n'y a plus d'eau. Même la fourniture d'électricité qui existait avant s'est dégradée. On parlait des lampadaires publics. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas quelque part un suivi. C'est pourquoi, à un moment donné, nous avons fait le projet GCA, Gouvernance Compte Rendu Appréciation, qu'on a soumis au président Alpha Condé qui n'a jamais eu de suite. Mais au-delà de ça, puisque nous parlons aujourd'hui du volet économique et du bilan du gouvernement du professeur Alpha Condé, mais il faut encore, puisque dans votre allocution tout de suite vous soulignez ce qu'on appelle le peuple, mais dans tout cela, ce qui intéresse encore beaucoup plus directement les citoyens, c'est l'atteinte ou la satisfaction de l'autosuffisance alimentaire et le panier de la ménagère. Qu'est-ce qu'il faut pour l'alléger? Est-ce que vous pensez, à l'allure actuelle où vont les choses, on peut rapidement, dans un temps très record, essayer de suffire, d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et alléger le panier de la ménagère? Vous savez, on est en train de vivre des grands paradoxes. Nous sommes le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, mais quand vous ouvrez le robinet, ça vous pète aux yeux. Il n'y a pas d'eau. Ce sont des facteurs de création d'économie. L'électricité également, nous avons toutes les conditions réunies, mais on n'arrive pas encore à trouver la méthode de fourniture continue d'électricité. Alors que l'entrepreneuriat qui peut conduire à l'autosuffisance alimentaire est conditionné par ces différents facteurs. On ne peut pas prétendre atteindre l'autosuffisance alimentaire si le président, malgré tous ses efforts consentis pour la promotion de l'agriculture, quand on débloque des fonds, on met en place des outils, comment je vais appeler ça, des instruments nous permettant d'exécuter les projets, c'est-à-dire les tracteurs, ainsi de suite. Le plus souvent, ce sont des choses qui sont détournées. Aujourd'hui, personne ne fait recours à la culture. C'est vrai, aujourd'hui, la culture aussi a atteint certaines évolutions qui exigent son association avec les nouvelles technologies de travail. Aujourd'hui, on manque de tout ça. On ne peut pas prétendre atteindre l'autosuffisance alimentaire quand on n'a pas ces conditions qui sont réunies. Surtout aussi notre monnaie. Vous savez, depuis plus de 2 ans, nous sommes en train de vivre le changement. Mais depuis ces années, on est à un niveau de fluctuation monétaire qui n'arrive pas encore à... Voilà, ça se stabilise, mais ça le franc guinéen ne prend pas plus de force, plus de valeur que les autres monnaies. Alors qu'on devrait quitter ce niveau de 7000, descendre réellement si les efforts économiques et de changement se matérialisaient dans tous les niveaux
socio-économique du pays. Monsieur Yaya, nous tendons vers la fin de cette émission. Quelle solution, au regard de tout ce qu'on vient de dire, quelle solution de sortie des crises vous pouvez en toute franchise proposer pour le bonheur de tous les Guinéens? D'abord, je vais commencer par lancer un appel à toute la classe politique de la Guinée, qu'elle sache qu'il n'y a pas de paix sans développement. Et il n'y a pas de développement possible sans paix installée. Être acteur politique signifie inculquer et élever le sens démocratique de civisme à tous ces militants, à prôner la paix, à ne pas déclarer les militants comme étant des combattants ou des djihadistes. Il faut que le président cultive ou développe de plus son leadership, revoir son entourage pour essayer de matérialiser son changement sur des actes concrets. Il faut que la société civile accepte de jouer un rôle républicain en toute impartialité. Il faut que l'opportunisme cesse. Depuis 7 ans, nous sommes le seul pays qui depuis 7 ans est sur le même débat et sur le même processus. C'est dire que c'est une honte aujourd'hui pour la classe politique guinéenne à tous les niveaux. Aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment qu'on accepte de vivre en frères et sœurs. Il faut que la cohabitation pacifique revienne au pays. Ce n'est pas une fierté pour les mères de famille. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les ghettos ou qui sont dans les cafés, qui ont beaucoup de talent, mais qui n'arrivent pas à les matérialiser parce que les conditions ne sont pas créées pour les permettre d'avoir de l'emploi. Et cet emploi ne peut être favorisé que par la mise en place rapide d'une assemblée nationale légale et légitime. Une assemblée nationale légale et légitime, c'est sous ces mots de Mamadou Yaya Diallo que nous nous quittons au compte de cette émission. Merci encore une fois de l'avoir suivi. Que demain soit votre plus beau jour.